la session est complète du coup. Oui, bonjour C'est à une bonne tous. chose. Oui, bonjour à toutes. Je suis du coup ravie de vous accueillir pour cet atelier Les attentes du recruteur de l'entretien à l'embauche. Concernant les questions, ne soyez pas frustrés de ne pas les voir s'afficher sur le chat en ligne. Nous y répondrons à la fin et les afficherons à la fin, mais n'hésitez pas à en poser pour que nous puissions y répondre. Je suis ravie du coup d'accueillir pour cet atelier Séverine Blum de Talentsoft, pardon, et Gaëtan Sen du groupe FIV. Je vais vous laisser du coup commencer cet atelier. Merci beaucoup. Très bien. Alors, je partage mon écran du coup. Donc, bonjour à toutes. Merci Chloé pour l'introduction. Donc, on va commencer. Donc, moi, je suis Séverine Blum. Donc, je suis responsable du recrutement et de la marque employeur pour le groupe Talentsoft. Et je partage donc cette partie avec Gaëtan qui se présentera après. Donc, juste une petite introduction sur Talentsoft pour celles qui ne connaissent pas. Donc, moi, je travaille pour cette entreprise qui est donc un éditeur de logiciels RH, qui est une entreprise qui est française, qui comprend aujourd'hui 700 employés dans le monde, en France et à l'international, répartis sur une quinzaine de bureaux, principalement en Europe. À travers ces 15 bureaux, nous avons 11 millions d'utilisateurs à travers les clients qui utilisent notre logiciel. Et cela nous amène à être présents dans 130 pays grâce à nos utilisateurs. Et en interne, chez nous, chez Talentsoft, donc, nous avons 250 personnes qui travaillent sur notre R&D, qui travaillent le produit Talentsoft et ses modules. Et pour vous donner un petit ordre d'idée, donc nous avons effectué pour l'année dernière 130 recrutements, principalement en CDI, donc pour la France et pour l'international. Et moi, pour me présenter rapidement, donc Séverine Blum, moi je travaille dans le recrutement depuis une quinzaine d'années. J'ai travaillé en cabinet de recrutement pendant un peu plus de 10 ans et ça fait quelques années que je suis en entreprise et j'ai rejoint le groupe Talentsoft il y a 1 an et demi, donc sur la fonction recrutement et marque employeur. Alors, pour ma part, donc, je suis Gaëtan Stein, je suis responsable recrutement et relations école groupe chez FIV. Donc, je vais vous présenter également FIV en quelques chiffres pour vous donner un ordre d'idée de qui on est et du nombre de collaborateurs et voilà, du nombre de recrutements qu'on a pu effectuer en 2019 et 2020. Pour me présenter, j'ai une dizaine d'années d'expérience dans le recrutement qui s'est faite en 3 étapes. La première étant en cabinet. Voilà, j'étais en cabinet. J'ai ensuite rejoint une entreprise dans le domaine du transport, du service au transport, et je suis chez FIV depuis 2 ans et demi sur un poste de responsable recrutement. Voilà, donc au sein de la société FIV, qui est une société française d'équipement, enfin c'est un équipementier industriel qui est aujourd'hui présente dans une trentaine de pays. On est 8700 collaborateurs. Vous voyez d'ailleurs le chiffre d'affaires, la répartition qu'on peut avoir. La particularité du groupe FIV, c'est qu'on est multi-activités, multi-secteurs, et donc on va adresser des marchés complètement différents, que ce soit l'aéronautique, l'automobile, l'énergie, la logistique. Voilà, donc c'est ce qui fait un peu notre spécificité. Vous avez quelques chiffres aussi sur ce slide qui vous présentent le nombre de stagiaires et d'alternants qu'on avait en 2019. Les chiffres 2020 sont pas encore consolidés, donc on peut pas encore les communiquer. Mais voilà, on avait 762 stagiaires et alternants dans le groupe en 2019 sur l'ensemble de nos pays et ça représentait à peu près 900 recrutements également en 2019. Donc maintenant, on rentre dans le vif du sujet qui est les attentes du recruteur de l'entretien à l'embauche. On a fait le choix avec Séverine de répartir en 3 phases la présentation qui correspondent aux 3 phases d'un processus de recrutement. Donc la première phase étant la partie candidature, c'est toute la partie amont finalement de la candidature, c'est l'identification de l'annonce que vous allez voir voilà, qui détaille un poste qui vous intéresserait jusqu'à l'acte de candidature
et toute la préparation en amont de l'entretien. Voilà, donc c'est vraiment toute cette partie-là. La deuxième partie qui va être davantage orientée sur le processus de recrutement. Donc, ça va être tout le processus de recrutement, les entretiens, les entre-entretiens et puis l'après-entretien. Voilà, donc on va vous détailler les différents conseils qu'on sera amené à vous donner sur cette partie-là. Et on finira sur le pré-onboarding, qui est vraiment la partie avant prise de poste. À partir du moment où vous êtes embauché, vous avez donné votre accord pour être embauché dans une entreprise. C'est vraiment la phase préparatoire à votre arrivée. On vous redéfinira ce terme-là tout à l'heure, mais c'est vraiment une phase qui est de plus en plus prégnante, en tout cas dans les entreprises, et voilà, qui est de plus en plus suivie. Alors, tout d'abord, on va commencer par la candidature, puisque avant d'intégrer une entreprise, évidemment, il faut commencer par candidater. En partant, voilà, on parle d'une candidature là, en imaginant que c'est une réponse à une annonce que vous avez pu voir. Donc, la première chose qui nous semble vraiment importante, c'est de bien cibler votre candidature pour qu'elle puisse correspondre à une annonce. Et pour ça, il faut prendre le temps de bien lire une annonce parce que quand on cherche un stage, une alternance, un emploi, on a tendance à se dire qu'on va aller vers la volumétrie des candidatures et ce n'est pas forcément ce qu'on conseillerait. Parce que si vous allez vous retrouver à envoyer 10 candidatures à la même entreprise sur 10 postes différents, si un recruteur est en face, il ne va pas vraiment comprendre ce que vous attendez. Donc, il faut vraiment prendre le temps de bien lire l'annonce, voire même d'aller regarder ce que fait l'entreprise, parce que ça évite aussi les déceptions pour vous, parce que parfois, vous pouvez vous dire, l'annonce est sympa, mais en fait, le secteur ne m'intéresse pas du tout. Donc, on prend le temps, on lit vraiment les annonces. Ensuite, il y a des outils aujourd'hui qui sont très aidants pour davantage cibler. On a cité Glassdoor et Indeed. Ça vous donne déjà un petit aperçu, soit sur les avis que peuvent donner les collaborateurs sur l'entreprise, mais ça vous donne aussi des avis sur les process de recrutement. Pour beaucoup d'entreprises, il y a des candidats qui vont aller donner leur avis en disant le process a été simple, le process a été compliqué, j'ai vu 2 personnes, 3 personnes, c'est allé vite. Et au moins, ça vous prépare un petit peu à ce qui va vous attendre en termes de process d'entretien, à savoir si ça va être long, si ça va être rapide, mais surtout, voilà, si vous savez déjà que le process va être long, c'est un petit peu moins frustrant dans vos attentes. Donc, tout ça, c'est des vraies mines d'or pour les candidats avant d'aller vraiment postuler. Ensuite, il y a évidemment toute la partie de travail de son CV. Alors, on ne va pas forcément faire un CV différent sur chaque offre, mais peut-être avoir 2-3 CV types en fonction des annonces auxquelles on va répondre. Et déjà, première chose hyper importante, c'est qu'il y a un titre sur votre CV et que ce titre corresponde bien au titre de l'annonce à laquelle vous allez postuler. Parce que nous, ça nous arrive, voilà, on recrute sur un poste de commercial et puis on voit un intitulé qui est complètement différent sur le CV. Donc, on se dit, la personne, elle n'a pas forcément pris le temps de bien regarder ce qu'on recherchait. Donc, voilà, ça montre déjà que vous avez compris ce qu'on recherchait, que votre CV est en phase et nous, ça nous attire un petit peu l'œil. Déjà de voir ne serait-ce que le titre de votre CV correspond au titre de notre annonce. Et puis, si c'est une annonce qui vous plaît vraiment beaucoup, vous pouvez évidemment personnaliser davantage votre CV en mettant des petits exemples qui sont parlants par rapport au descriptif de poste que nous, on a pu rédiger en amont et qui vont tout simplement matcher. La lettre de motivation, elle est importante, surtout pour stage alternant et premier poste. Pour les stages et les alternances, déjà, ça vous permet de nous exprimer quel va être le rythme, à partir de quand vous êtes disponible et ce que vous avez vraiment envie de faire. Idem pour le premier emploi, parce que vous n'avez pas forcément beaucoup d'expérience à valoriser. Donc, ça va vous permettre aussi de pouvoir déjà rentrer en contact avec nous et de nous exprimer un petit peu vos motivations. Donc, c'est pas à négliger, ça doit pas forcément être un roman très très long, mais quelques phrases qui sont très factuelles sur vos dates, sur ce que vous recherchez et voilà, quelques petites phrases de motivation. Ensuite, on vous encourage vraiment à vous préparer avant l'entretien. Donc là, admettons, vous êtes contacté, vous savez que vous allez aller en entretien. Donc, ça demande une préparation en amont de l'entretien. Donc, d'aller évidemment regarder le site
le site corporate, c'est-à-dire le site vraiment de l'entreprise, et quand il y en a, le site carrière de l'entreprise qui vous donne vraiment des informations sur ce que fait concrètement l'entreprise, quelles peuvent être les valeurs, quelles sont les missions. Ça vous permet aussi voilà, d'aller voir un petit peu le profil des gens que vous allez rencontrer et puis d'aller évidemment regarder sur les réseaux sociaux un petit peu plus de détails sur le profil des personnes que vous allez rencontrer, histoire d'être vraiment prêt, de relire bien l'annonce, l'émission, le post et de préparer vos questions. C'est important d'arriver préparé à l'entretien avec déjà quelques questions en tête, des questions sur le poste, que ce soit une journée type, que ce soit la typologie de l'équipe dans laquelle vous pourriez rentrer. Et enfin, vous pouvez aussi communiquer avec le recruteur ou l'opérationnel qui sera en face de vous. Moi, je sais que ça m'arrive régulièrement de recevoir des petits messages sur les réseaux sociaux en disant, voilà, j'ai postulé à cette annonce, elle m'intéresse beaucoup. Et ben, ça me donne envie d'aller regarder le profil de la personne parce que je me dis qu'elle est super motivée et qu'elle a envie de se démarquer. Et je rebondis là-dessus justement sur ce que disait Séverine par rapport à ça, par rapport à la communication. C'est vrai qu'on a des postes des fois où on va avoir 300, 350 candidatures. C'est assez fréquent, notamment sur les fonctions support ou sur des postes un peu plus fréquents. Et c'est vrai que le fait d'envoyer un petit message au recruteur simplement pour lui faire remarquer que voilà, on a postulé, on a répondu à son annonce, qu'on s'est positionné dessus. Ça peut des fois attirer l'œil, comme disait Séverine, et ça peut faire en sorte de vous donner plus de chances de vous démarquer parmi le volume de candidatures reçues. Donc c'est hyper important. Tout comme la partie préparation, voilà, on a chacun nos façons de faire. Séverine et moi, on fonctionne différemment, hein, comme tous les recruteurs. Il y a 10 000 façons de recruter, mais la préparation, c'est hyper important. Moi, dans mes entretiens de recrutement, en tout cas, je commence vraiment par là. En général, c'est les premières questions que je pose, c'est de savoir qu'est-ce qu'a compris le candidat ou la candidate, et comment il voit le poste, qu'est-ce qu'il a compris de l'entreprise. Et ça me permet après de rebondir sur son parcours à partir du poste, en fait. Donc, c'est hyper important. Ça permet de se démarquer aussi au départ et ça permet de voir quelle est la motivation du candidat. Est-ce qu'il a bien été se renseigner? Est-ce qu'il a bien été voir notre activité? Et voilà. Donc, c'est un élément qui est hyper important. Donc, on continue sur les process de recrutement parce que, comme je vous le disais, il y a plusieurs façons de recruter. En préparant justement cette présentation avec Séverine, on s'est rendu compte que chez Talentsoft et chez FIF, c'était un peu différent. Donc, c'est simplement pour reprendre les différentes étapes et vous présenter comment ça fonctionne dans nos sociétés respectives. Chez FIF, le process, il est plutôt classique. On est sur une préqualification téléphonique qui se fait en général par un membre de la communauté RH. Parce que je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais FIV en fait est un assemblage de sociétés sur des métiers très différents, et chaque société a son RH et voilà, chaque RH va faire du recrutement. Mais globalement, on a un processus qui est assez commun, qui est la préqualification téléphonique, qui est suivi ensuite d'un entretien RH et manager. Qui se fait sur les candidats qu'on va shortlister, donc les 3, 4, 5 candidats qui nous paraissent intéressants, les plus intéressants. L'entretien manager peut aller jusqu'au N+1, au N+2, voire au N+3 en fonction de la responsabilité du poste qu'on recherche. Il peut y avoir pour certaines sociétés des tests de personnalité ou des tests techniques. Tests de personnalité, c'est des tests assez classiques, hein. Ça peut être du Assess First. Voilà, donc ça va être test de personnalité, test cognitif. Et tests techniques, par exemple, pour nos techniciens, on va faire passer des tests techniques pour évaluer leurs compétences techniques sur des thématiques métiers. Et voilà, et puis après, la dernière étape étant la promesse d'embauche. Alors, chez nous, on n'est pas du tout de la même taille, évidemment. Hein. Chez Talentsoft, vous l'avez vu, on est une beaucoup plus petite entreprise. Donc, on a un processus qui est défini, mais qui se veut être assez souple, assez adaptable en fonction des équipes avec lesquelles on va recruter. Alors, on l'a schématisé en 4 étapes également. La première, nous, évidemment, elle commence aussi par une préqualification téléphonique faite par un membre de l'équipe recrutement. Cette préqualification téléphonique, le but, c'est vraiment de valider les premiers points, c'est-à-dire ce
Est-ce que la personne a en gros bien compris le poste et est-ce que ça correspond à ce qu'elle a envie de faire? Est-ce qu'on est bien aligné en termes de salaire, en termes de localisation de poste? Voilà, vraiment tous les premiers aspects vraiment de la candidature qu'on va évaluer, qui sont les petits points vraiment techniques, où on ne rentre pas dans une qualification très lourde. Ensuite, nous, on responsabilise assez vite nos managers qui sont les premiers à passer un vrai entretien avec le candidat. Donc, le premier entretien se fait avec la personne qui serait donc le responsable et le N+1 sur le poste, qui est évidemment l'entretien le plus important. Si ça se passe bien, il rencontre le N+2 et on aime bien faire rencontrer au candidat un membre de l'équipe, donc quelqu'un qui sera au même niveau hiérarchique. Mais ça permet pour le candidat qui postule de poser des questions et d'avoir des informations qui ne sont pas forcément celles qu'on va demander à quelqu'un qui sera son supérieur direct. Voilà, on échange peut-être de manière un peu plus, avec moins de stress et moins de pression quand on échange avec quelqu'un qui sera son collègue. Et puis, pour le collaborateur, déjà, ça l'inclut aussi dans le process de recrutement. Donc, ça, c'est plutôt sympa qu'il puisse lui aussi donner son avis et dire un peu comment il a trouvé le candidat. Et puis, ça nous permet aussi d'évaluer s'il va y avoir un bon fit culturel entre le candidat et l'entreprise, parce que ça, c'est très important. Non seulement vous rentrez dans un poste, dans une équipe, mais dans une entreprise qui a ses valeurs, sa culture d'entreprise, son ADN, on va dire. Et c'est très important pour nous de savoir si ça va coller. Donc, c'est pour ça que l'entretien avec le collègue a toute sa place dans notre process. Ensuite, on fait passer, on a la partie où on va vraiment évaluer ce qu'on appelle les hard skills, donc vraiment les compétences techniques. Pour des cas de développeurs, d'ingénieurs, on fait des tests à distance, des coding games, des choses comme ça qui nous permettent d'évaluer concrètement les compétences techniques. Pour des profils plus orientés sales ou autres, on fait vraiment des mises en situation et des cas pratiques. Donc là, ça demande un petit peu plus de préparation, c'est-à-dire qu'on va envoyer au candidat un petit brief de cas pratique et puis on va lui demander de le préparer. On va lui laisser entre 7 et 10 jours pour faire une préparation et il va la restituer devant un jury qui sera composé de son futur responsable, du N+2, d'autres personnes de l'équipe éventuellement. Donc, pour des postes avec une forte pression commerciale, ça permet déjà de voir un peu comment la personne va pouvoir se comporter dans des situations un peu de stress, de voir si elle a bien compris, bien préparé. Donc ça c'est important pour nous de voir un peu ce que ça va donner dans une vraie mise en situation. Et pour certains postes plutôt de top management, on va ajouter des assessments un peu plus poussés qui sont des tests de personnalité ou des mises en situation qui vont aller un peu bousculer, un peu déranger les personnes et qui nous permettent d'avoir une grille de lecture un petit peu différente. Et c'est également hyper intéressant dans l'onboarding, donc vraiment dans l'accueil du nouveau collaborateur. Pour son manager, c'est déjà quelques lignes de guide qui vont l'aider dans son management, de connaître un petit peu mieux la personne qu'on a en face et pouvoir adapter aussi son style de management à la personne qu'on va avoir en face. Donc, on n'hésite pas pour des fonctions de top management à ajouter ces tests de personnalité. Et à la fin, on reboucle par un vrai entretien RH, donc fait par un membre de l'équipe recrutement. Alors, on aime bien les faire à la fin parce que ça permet aussi de prendre un peu le feedback du candidat. Ça lui permet de nous exprimer un petit peu s'il se projette bien dans la collaboration avec son N+1, son N+2, avec toute l'équipe. S'il a encore des questions qu'il n'aurait peut-être pas osé poser. Et puis, on aborde tous les aspects RH, les avantages sociaux, des choses comme ça. Et on essaie de devancer un petit peu les questions plus à dominante RH que pourrait avoir le candidat. Et quand toute cette boucle d'entretien est validée, on passe à la proposition salariale. Alors, le processus de recrutement en lui-même, donc avant l'entretien, ça nous semblait important de rappeler quelques basiques, mais qui sont des fondamentaux. Et il ne faut pas oublier qu'on est évalué sur tout ça quand on vient en entretien. Donc, la première chose, évidemment, c'est la ponctualité, d'arriver ou de se connecter, parce qu'on en fait maintenant, évidemment, beaucoup à distance à l'heure. Et si on est en retard ou si on ne peut pas, ce n'est pas grave. À partir du moment où on prévient son interlocuteur, il y a toujours possibilité de décaler, de changer les choses, mais il faut pour ça prévenir et pas attendre la dernière minute parce que
on a une habitude parfois un petit peu française de se dire que quand il n'est pas l'heure pile du rendez-vous, on pourra toujours arriver à l'heure. En fait, non. Parce que quand on est encore dans les transports 5 minutes avant, on ne pourra pas arriver à l'heure. Donc, envoyer un petit message, prévenir, voilà, ça passe toujours bien. Le code vestimentaire, à vous de l'évaluer, mais il y a quelques indicateurs que vous pouvez trouver quand vous allez, par exemple, alors nous, ce qu'on conseillerait de base, c'est un code vestimentaire qui va être plutôt neutre, mais quand vous allez vous balader sur le site internet d'une entreprise ou sur le site carrière d'une entreprise et que vous voyez les photos des collaborateurs, ça vous donne quand même déjà un peu une idée du dress code qu'il peut y avoir dans l'entreprise. Et puis après le premier entretien, voilà, une fois que vous avez vu, vous déclinez sur la suite des entretiens. Et encore une fois, voilà, la préparation, elle est importante. Et préparer ces questions parce que, évidemment, la première image que vous allez renvoyer pendant l'entretien, elle est importante. Tout ne se joue pas, je vous rassure, hein, lors de la première minute dans l'entretien. C'est pas vrai. Mais quand ça commence mal, après, on doit galoper et essayer de rattraper. Et puis, ça provoque du stress. Donc, autant commencer dans de bonnes conditions. La deuxième chose qu'on voulait vous dire et vous souligner avec Gaëtan, c'est que un entretien, c'est pas, on n'est plus dans le mode le recruteur qui est l'évaluateur avec sa liste de questions, etc. C'est un moment d'échange aussi, et c'est bien si vous avez des questions. Il n'y a aucune question idiote. Toutes les questions sont bonnes à poser. Et nous, enfin, moi, je sais qu'en tant que recruteuse, dans beaucoup d'entretiens, je passe autant de temps à parler que les candidats. Donc, on est là dans un temps d'échange. On est là pour vous faire comprendre où est-ce que vous allez mettre les pieds. En entretien, c'est une conversation qui se fait dans les deux sens. Donc, on est autant là pour vous présenter l'entreprise, le poste, nos valeurs, notre culture, que vous pour nous démontrer ce que vous pourriez nous apporter. Donc, il faut être curieux, et ça va passer par les questions que vous allez montrer et démontrer que vous avez pu préparer. La transparence, ça c'est fondamental. L'entretien, c'est le bon moment pour dire tout sur vos problématiques de disponibilité, j'ai des congés à poser, je me suis engagée sur ceci, sur cela, j'ai des contraintes. Encore une fois, ça passe tant que c'est dit et que c'est dit dès le début et très simplement. Et n'hésitez pas évidemment aussi à prendre des notes. Quand on voit un candidat qui arrive, qui pose son calepin, son stylo et qui demande s'il peut prendre des notes, forcément, ça montre du sérieux, de la préparation et de l'organisation, donc c'est fondamental. Et après l'entretien, alors moi, je sais que je le demande à tous les candidats que je rencontre de le faire, mais si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à envoyer un petit mail, évidemment, de remerciement à l'interlocuteur que vous avez rencontré. Non seulement de remerciement, mais également de compréhension de l'enjeu. C'est-à-dire de restitution voilà, merci pour votre temps et votre attention. Ce que j'ai compris du poste, et puis c'est pas obligé d'être un roman, ça peut être quelques petits points synthétiques, mais pour montrer que vous avez bien compris. Et c'est aussi le mouvement de renouveler votre motivation si elle existe. Et il peut y avoir autant de mails de synthèse et de remerciements qu'il y aura eu d'entretiens. En tant que recruteur, en tant que manager, en tant qu'opérationnel, tout le monde s'attend à recevoir un petit mail de remerciement et de synthèse après l'entretien. Et encore une fois, ça vous permet de montrer que vous êtes motivé et de vous démarquer par rapport aux autres candidats qui ne le feront pas. Et ça vous permet aussi de poser des questions que vous pourriez avoir en suspens, de vous rendre compte après l'entretien que vous avez oublié de demander des choses. Dans ce petit retour, c'est le moment de dire, voilà, j'ai oublié de vous demander, mais est-ce que ceci, est-ce que cela et le recruteur et le manager y répondront bien volontiers. Surtout qu'aujourd'hui, les tendances actuelles vont dans ce sens-là, c'est-à-dire que les lettres de motivation sont de moins en moins faites, en tout cas lors de l'acte de candidature, c'est-à-dire au moment où vous déposez votre CV. Et finalement, cette petite synthèse vient remplacer cette lettre de motivation et permet en fait à l'entreprise de voir comment vous vous projetez finalement dans son poste et au sein de sa société et quelles qualités vous pouvez mettre en avant
par rapport au poste pour lequel vous avez répondu. Donc, c'est vrai que c'est hyper important et ça donne aussi à l'entreprise la projection que vous avez vis-à-vis de son poste. Donc, c'est hyper important ce passage-là. Le pre-onboarding, alors on en parlait au début, c'est un terme qui est assez nouveau. Alors avant, on parlait de pré-intégration. Maintenant, on utilise le mot pre-onboarding. En fait, on vous l'a défini, hein, c'est l'ensemble des actions qu'on va réaliser, donc qu'on réalise entreprise et bien sûr nouveaux collaborateurs avant votre arrivée dans l'entreprise. Donc c'est un moment qui est de plus en plus important, qui est de plus en plus préparé par les entreprises. C'est comment on arrive à vous projeter le plus rapidement possible dans l'organisation et à vous faire appréhender au mieux en fait la culture d'entreprise avant même votre arrivée. Voilà, donc c'est quelque chose qui est de plus en plus fort et qui évolue dans ce sens-là, en tout cas au niveau dans les différentes entreprises. Ça va concerner aussi bien les formalités administratives, hein, donc c'est la préparation à votre arrivée, le contrat, le dossier, mais aussi pour vous les négociations de préavis. Donc ça va être un moment finalement d'échange régulier avec l'entreprise, soit en lien avec le fait que vous allez transmettre vos pièces administratives pour préparer votre arrivée, votre dossier d'arrivée, mais aussi un moment d'échange parce que ça va être important pour l'entreprise de garder le lien pendant toute cette période. Parce que certains vont quitter un poste dans lequel ils sont, ils vont avoir un préavis de 3 mois. 3 mois, ça peut être long. Et c'est vrai que c'est un moment assez agréable pour l'entreprise de pouvoir conserver ce lien, vous appeler, prendre des nouvelles assez régulièrement. Moi j'ai un exemple très concret là-dessus. J'avais embauché une alternante pour mon service recrutement il y a à peu près 2 ans en arrière. Et il s'avère que le recrutement s'est fait assez tôt puisqu'elle devait démarrer au mois de septembre et son recrutement a été fait au mois d'avril. Donc hyper longtemps en avance, pardon. Et donc du coup, on s'est tenu en contact, on s'est appelé tous les mois pour prendre des nouvelles, pour commencer à préparer son arrivée, pour lui expliquer justement comment ça allait se passer. Ça a permis aussi de la rassurer, parce que c'est vrai que des fois, certaines entreprises finalement vous disent que vous êtes embauché et puis il n'y a pas de contact jusqu'à une semaine avant votre arrivée pour vous donner l'heure d'arrivée. Mais c'est un élément, c'est une étape qui est assez importante en tout cas au sein des entreprises. Et puis bien sûr la projection de l'entreprise, c'est-à-dire que en fonction des entreprises, alors vous allez avoir des entreprises qui vont avoir des outils qui vous permettent déjà de vous préintégrer, c'est-à-dire qui vous donnent accès à un espace dans l'entreprise avec un certain nombre de documents mis à disposition. D'autres entreprises qui vont directement vous les envoyer, mais vous allez potentiellement avoir dès ce moment-là, en tout cas, accès aux différentes informations sur la culture d'entreprise, sur les formations qu'il est possible de suivre pour votre intégration. Donc c'est tout un moment de préparation à votre arrivée pour faire en sorte que le jour J, vous soyez au mieux préparé et que vous puissiez mieux réussir votre intégration sur vos premiers mois de prise de fonction. Alors, moi, j'avais le contre-exemple total, Gaëtan, puisque moi, ça m'est arrivé de recruter, quelqu'un en alternance pour mon équipe. Alors, c'était pas chez Talentsoft, c'était dans une autre entreprise. Et donc, pareil, c'était quelques mois avant. J'ai essayé de la contacter 1 fois, 2 fois, et la personne n'est jamais venue. Donc, c'est le contre-exemple total. Et je me suis rendu compte, et ça arrive, ce genre de choses. Et je me suis rendu compte, effectivement, que je l'avais peut-être contacté trop tard, etc. Donc, maintenant, je me fais vraiment un point d'honneur personnel à donner des nouvelles au moins 1 fois par mois parce que ce soit pour de l'alternance, que ce soit pour des contrats en CDI, quand on a 3 mois de préavis, 3 mois, c'est long avant d'intégrer et on a le temps vraiment d'oublier, de perdre de vue, etc. Donc, pour pas que ça crée de stress non plus, au moins 1 fois par mois, c'est bien de se donner des nouvelles. Je sais que nous, chez Talentsoft, on a créé pour les managers une petite checklist de pré-onboarding pour bien intégrer leurs nouvelles recrues. Et on leur a vraiment dit, voilà, il faut prendre des nouvelles 1 fois par mois, etc. Moi, ce que je conseille aux candidats, à l'inverse, c'est de se faire aussi peut-être une petite checklist de contacts réguliers, d'être sûr que voilà, le contrat a été rempli, tous les dossiers ont été remplis, que je sais à quelle heure je dois arriver, etc. etc. Mais c'est vraiment un moment,
c'est un moment important et plus on se donne des nouvelles et plus on échange et plus le vrai onboarding, à partir du moment où vous rentrerez dans l'entreprise, se fera en douceur puisque vous aurez déjà pris des contacts. Et nous, on encourage aussi beaucoup les managers et les équipes à organiser même un déjeuner quand c'est possible, bien évidemment, ou même un petit meeting virtuel, si c'est possible, avec le futur collaborateur, histoire de voir un peu tout le monde, un petit temps d'échange complètement informel. C'est pas une réunion de travail, c'est pas de la préparation de travail, mais juste de se connaître déjà un petit peu mieux, ce qui enlève un petit peu l'angoisse, parce que c'est toujours une petite angoisse, un premier jour dans une entreprise. On sait pas ce qu'on va trouver, on sait pas comment ça va être. Donc plus on s'est vu avant et plus on s'est préparé, et plus ça se fera en douceur par la suite. Et on a fini la présentation, en tout cas des grands sujets qu'on souhaitait vous partager. Donc, on arrive au moment de la question-réponse. Je vais arrêter le partage de mon écran pour que vous puissiez nous voir. Alors, par contre, Gaëtan voit un écran noir. Oui, c'est bon. Voilà, c'est vous revoir. Exactement. Alors, effectivement, on a eu pas mal de questions. Votre atelier a suscité beaucoup de questions. Alors, une première question, est-ce qu'il existe des logiciels de traitement automatique de CV, exemple réception de 3000 CV? Pour traiter et j'imagine que c'est pour traiter et filtrer les premières candidatures. Alors ça existe. Moi, de ce que j'en ai vu, c'est pas encore quelque chose qui est encore très très au point. C'est en cours d'amélioration. Enfin voilà, il y a plein de nouveautés technologiques qui apparaissent, mais moi, de ce que j'en ai vu pour le filtrage vraiment CV, c'est pas mal d'avoir l'œil du recruteur qui passe quand même en complément ou en premier, parce que moi, j'ai pas trouvé que c'était encore extrêmement concluant. Je partage complètement cet avis. Chez nous, effectivement, c'est vraiment le recruteur qui a la main, et il n'y a pas ce type d'outil, parce qu'effectivement, ça remplace pas le côté humain et la lecture du CV par un recruteur. Donc, nous, c'est plutôt les recruteurs qui le font. Il n'y a pas ce type de système. On a des systèmes de matching pour matcher les CV des candidats avec les postes avant l'acte de candidature. Ça existe. On a ce type de solution chez nous. Mais c'est différent. C'est vraiment pour rapprocher les profils des postes potentiels chez nous. Oui, c'est ce qu'on fait nous chez Talentsoft aussi, et ça va être très fin, mais quand il y a déjà pas mal d'informations qui sont fournies, ça peut être utile, notamment dans la mobilité interne, dans la sélection de base dès le départ. Alors, pour les premières sélections, justement, on a une deuxième question qui concerne les entretiens téléphoniques. Comment peut-on passer un bon entretien téléphonique, à votre avis? Pour moi, la première chose, c'est d'être prêt. Quand je dis c'est prêt, si le recruteur a pris contact avec vous par mail et a planifié un rendez-vous téléphonique, dans ce cas-là, c'est pas difficile d'être dans un endroit calme, posé et serein. Si le recruteur vous appelle directement comme ça et que c'est pas le bon moment, n'hésitez pas à dire que ce n'est pas le bon moment. Mais pour moi, ça commence pas bien si le candidat au bout du fil se force à prendre l'appel parce qu'il se dit le recruteur m'appelle, c'est ma chance, il faut que je réponde, et qu'en fait il n'est pas dans un environnement au calme, tranquille, chez lui, où il peut se poser, etc. Donc pour moi, la première chose, c'est vraiment d'être comme dans une situation d'entretien, c'est-à-dire qu'on est chez soi ou peu importe, mais on est avec son cahier de prise de notes, avec son CV sous les yeux et prêt à répondre aux questions. Après, il y a des choses qui se préparent aussi, les aspects de rémunération ou des choses comme ça. Un recruteur, il va vous demander combien vous gagnez ou combien vous avez envie de percevoir comme salaire. Ça, c'est des choses qu'il faut avoir préparées, où on doit avoir une réponse à donner. Après, le reste, c'est assez classique. Ouais. Alors, je me permets, comme Séverine, vous parlez du salaire. Ouais. Justement, il y a une question à ce sujet qui est-il bien vu de discuter du salaire dès le début, ou faut-il attendre, la fin du processus de recrutement?
Alors, si je peux répondre à ça, effectivement, je pense que c'est bien de donner les bonnes informations dès le départ parce que forcément, le potentiel candidat, candidate a ses attentes, voilà, a une attente par rapport à une rémunération, l'entreprise a ses grilles de rémunération par rapport à un poste. Et l'idée, pendant cette première préqualification, en tout cas, c'est d'aligner les deux pour s'assurer dès le départ qu'on a levé ce verrou-là et qu'on n'aura pas de blocage par la suite. Donc, je pense que c'est bien d'être transparent au début. Moi, ça m'arrive des fois d'échanger avec des candidats qui sont légèrement au-dessus en termes de prétention salariale. Ça peut arriver, hein. Voilà, ils veulent un peu plus que notre rémunération. Et puis, ça me permet de, moi, vérifier si on a une marge de manœuvre potentielle de notre côté. Et de pas engager en fait le processus de recrutement si dès le départ on sait qu'on ne sera pas aligné en termes de rémunération. Voilà, donc je pense que c'est important de le dire. On n'est pas dans une logique de négociation encore, mais on peut être dans une logique de transparence et se dire les choses pour être certain que on va pas passer des entretiens ensemble et qu'à la fin finalement on est bloqué sur un critère qui est un requis classique qu'on aborde pendant la préqualification. Et je rajouterais, normalement, le recruteur, il va vous poser la question pendant la préqualification téléphonique. S'il ne le fait pas, vous pouvez le faire. Il n'y a aucun souci, mais normalement, c'est abordé dès le premier entretien téléphonique. Ok, merci beaucoup pour vos réponses. Alors, on a une seconde question. Quel est le bon comportement à adopter lorsque le recruteur essaie de nous faire sortir de notre zone de confort? C'est une bonne question. Bonne question. Tu veux commencer, Gaëtan? Comme tu veux, c'est. Vas-y, En fait, oui. Alors après, ça dépend ce que ça veut dire, parce que est-ce que c'est que le recruteur vous challenge un petit peu pour aller creuser un peu plus, ce qui peut arriver, hein, c'est vrai c'est un peu notre rôle de ne pas rester que sur du déclaratif, mais de rentrer un peu plus dans le détail pour creuser sur votre personnalité, et puis vous challenger un peu, voilà, mais sans aller. Comment dire, challenger veut pas dire finalement vous mettre en difficulté, c'est plus creuser un peu plus du déclaratif pour aller un peu plus sur du concret et qu'on puisse vraiment sortir finalement votre façon de fonctionner et mieux comprendre finalement voilà comment se traduit votre personnalité dans une voilà dans un cas pratique. Donc c'est un peu comme ça. Je pense que l'idée c'est je pense qu'après c'est vraiment vous, c'est votre personnalité, votre naturel. Il n'y a pas de piège en général. Enfin, on n'est pas là pour vous piéger en tout cas. C'est vraiment un échange, c'est de la transparence et c'est vraiment pour voir si effectivement votre savoir-être correspond à ce qui est attendu dans le poste. Donc je pense, voilà, moi, ces conseils que je donnerais, hein, c'est de rester dans l'échange finalement et puis d'expliquer comment vous fonctionnez, comment vous appréhendez les choses et voilà, tout devrait bien se passer a priori. Pour compléter, moi, je ne fais pas des entretiens où je mets les gens dans des situations où ils vont se sentir mal à l'aise. Je peux poser des questions qui étonnent un peu, mais ce n'est pas dans le but de mettre les gens mal à l'aise, c'est vraiment de creuser un petit peu. Donc, pour moi, je ne conçois pas l'entretien comme un moment de piège. Si on a envie de pousser un petit peu, dans ce cas-là, moi, je préfère utiliser des outils, soit des cas de mise en situation pratique, soit des tests. Et là, encore une fois, on va prendre l'exemple des tests de personnalité. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ça ne va pas dire si vous êtes le bon ou le mauvais candidat pour le poste. C'est juste de voir si ça peut… si vous allez aussi vous épanouir dans la fonction qu'on va vous proposer. Donc, il faut vraiment le voir dans les deux sens. Et si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Et ça pourrait être autre chose. Et si la rencontre entre le recruteur et le candidat se passe bien, mais que ça ne marche pas pour ce poste-là pour telle ou telle raison, le recruteur pourra penser à vous peut-être pour une autre opportunité qui collera davantage. Donc, il ne faut pas se forcer à avoir un discours qui n'est pas le sien et qui ne représente pas ce que vous avez envie de faire et qui vous êtes. Parce qu'on préférera avoir un discours franc, sincère et honnête. Et moi, je sais que ça m'est arrivé d'avoir des super moments d'échange avec des candidats. Ça ne le faisait pas pour le poste. Ce n'était pas la bonne personne. Ce n'était pas ce qu'on attendait en termes de compétences. Mais je sais que j'y ai repensé pour une autre opportunité en me disant, là-dessus, cette personne, elle était top, donc je vais la rappeler, je vais lui proposer un autre poste parce qu'on s'est parlé de manière hyper franche et transparente et surtout, j'ai bien compris ce qu'elle avait envie de faire. Alors, merci beaucoup et je pense que c'est vraiment en lien avec deux autres questions
sur l'entretien d'embauche, est-ce qu'il faut répondre au final aux questions? Vous avez du coup, Séverine et Gaëtan, par vos réponses à l'instant répondu finalement, mais je vais quand même les poser. C'est comment bien répondre à cette question? Citez-moi 3 de vos défauts et 3 de vos qualités. Et également, Marie Bordès qui pose la question, lors d'un entretien, lorsque vous dites « parlez-moi de vous », voulez-vous qu'on parle des diverses expériences de notre CV ou qu'on ne répète pas le CV? Donc, voilà. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose sur ces 2 questions. Ouais, bon, alors les 3 qualités, les 3 défauts, moi je ne les pose pas ces questions. Moi non plus. Mais je vais. Bon, il y a peut-être encore beaucoup de recruteurs qui les posent. Ouais. Bon, ça c'est la question un peu bateau, j'ai envie de dire. Donc ça, pareil, ça peut se préparer en fonction de ses expériences. Moi, ce que j'aime mieux aller demander, c'est d'aller demander, par exemple, quel est votre plus gros échec professionnel. Et peu importe ce que vous allez me répondre, mais ce qui m'intéresse, c'est la question qui est derrière, c'est et comment vous avez rebondi et qu'est-ce que vous feriez différemment aujourd'hui. Moi, c'est plutôt ça qui m'intéresse. Sur quoi vous vous êtes planté et même chose sur qu'est-ce que vous avez réussi, de quoi vous êtes le plus fier dans votre parcours. Et puis, si on était dans d'autres circonstances, est-ce que vous feriez pareil? Voilà, moi, j'aime bien prendre on essaie de voir avec un peu plus de hauteur, un peu plus de recul. Très honnêtement, les qualités, les défauts, je ne sais pas si ça se pose encore beaucoup comme question telle quelle. Ouais, je sais pas trop, mais je pense que ça se pose encore. Après, comme disait Séverine, c'est de bien préparer. Mais bon, en général, les réponses, nous, on les pose plus avec Séverine parce que, en tout cas pour moi, parce que c'est préparé et puis voilà, c'est pas toujours pertinent en tout cas. Non, c'est pas spontané, on sait que les gens s'attendent à ce genre de questions. Donc, on préfère du spontané, de l'échange et de rebondir sur ce qui est dit. Donc c'est pas des questions qu'on pose. Après, si vous les avez, je vous invite à les préparer et puis comme ça, le jour J, vous êtes au clair par rapport à ça. Et pour la deuxième question, qui était, pardon Chloé, mais qui était quand on dit « parlez-moi de vous », non, ce n'est pas une relecture du CV qui nous intéresse, mais on a envie de comprendre le cheminement entre chaque étape de carrière. Et de comprendre, voilà, vous êtes rentré sur tel poste, vous y avez fait quoi en quelques mots, mais effectivement, ce n'est pas une relecture. Ce que ça vous a apporté, en fait, de comprendre entre le début d'une expérience et sa fin, qu'est-ce qui a changé chez vous, qu'est-ce que ça vous a apporté, et évidemment, pourquoi vous en êtes parti, dans quel cheminement, etc. Mais vraiment de comprendre, c'est pour ça que moi, c'est assez classique, mais j'aime bien quand on présente le parcours de manière chronologique, parce que ça aide à avoir un fil conducteur déjà dans le discours et ça aide à comprendre vraiment l'évolution de carrière et le parcours de la personne qu'on a en face de soi. Tout à fait. Et pour rebondir dessus, c'est vrai que la chronologie est importante. Moi, ce que j'aime bien aussi faire, et c'est pour ça que je pars en général de la compréhension du poste, c'est demander au candidat de souligner finalement dans son parcours les compétences qu'il a pu acquérir, qu'il a pu mettre en œuvre en lien avec notre poste pour faire le lien finalement et que voilà, je puisse moi le projeter dans notre organisation. Et c'est toujours intéressant d'avoir ça, puis de comprendre un petit peu ce que la personne a fait, ce qu'elle a pu mettre en place, les difficultés qu'elle a eues. Enfin, c'est un peu, on répète un peu ce qu'on se disait tout à l'heure, mais c'est effectivement ces grandes informations-là. Alors, du coup, nous avons, merci beaucoup, on a une autre question qui change un peu d'axe. Du coup, je la trouve assez intéressante. C'est comment vous faites pour convaincre un ou une candidate de rejoindre votre entreprise? C'est un peu sur un axe différent. Ouais. Bon, après, je pense qu'on a chacun nos approches qui doivent être différentes. Moi, je sais que c'est pour ça que j'aime bien en général parler de la motivation de la personne. J'y passe beaucoup de temps, j'y attache beaucoup d'importance aussi. Quand je dis motivation, c'est-à-dire quel est le projet professionnel de cette personne, qu'est-ce qu'elle attend, qu'est-ce qui va être important pour elle de retrouver dans un poste. Alors, on est vraiment au-delà du poste. C'est quel environnement, est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin de travailler en équipe, quel secteur d'activité, etc., etc. Donc, c'est vraiment un moment d'échange et où je creuse pas mal. Et c'est vrai qu'à la fin, ça me permet aussi de pouvoir orienter ma présentation d'entreprise, toujours en restant… voilà, on n'est pas là pour non plus vendre des choses qui ne sont pas vraies, donc on reste sur vraiment les points forts d'entreprise réels, mais en expliquant ce qui peut coller avec les attentes de la personne. Donc c'est vrai qu'il y a ce rôle-là de mise en relation entre les attentes et puis ce qui existe dans l'entreprise.
Et moi, je fonctionne de cette manière-là. Et donc, je vais plutôt présenter l'entreprise et le poste en fin d'échange. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Moi, je trouve la question intéressante. Moi, je ne vais pas chercher à convaincre quelqu'un qui n'est pas convaincu. Le but, ce n'est pas de faire une vente forcée, de vendre quelque chose, comme disait Gaëtan, qui n'existe pas. Mais évidemment, on passe beaucoup de temps à écouter quand même ce que nous dit la personne et de comprendre dans quel environnement est-ce qu'elle se sent bien. Pour nous, je pense qu'on partage un peu ça avec Gaëtan, mais faire du recrutement, c'est vraiment faire coller les aspirations de quelqu'un avec un besoin dans une entreprise. Et c'est effectivement dans les deux sens. Mais d'abord, on l'écoute et on essaie de comprendre qui il est, ce qu'il a envie de faire. Et après, évidemment, on va mettre en face les choses qu'on pense pertinentes et qui sont nos valeurs dans l'entreprise, nos valeurs ajoutées dans l'entreprise ou dans le poste. Ça peut être l'environnement, ça peut être le manager qui est quelqu'un qui est un vrai coach et qui va pouvoir faire monter la personne en compétences. Ça peut être la culture d'entreprise, d'être entouré de gens qui sont bienveillants, qui sont à l'écoute, qui sont accueillants. Et ça peut être le fait d'avoir un parcours, de rentrer sur un poste et de pouvoir avoir la possibilité de faire autre chose, d'avoir un vrai parcours de carrière dans une entreprise. Après, moi, j'hésite pas aussi à dire quels peuvent être les à côté dans le fait de rejoindre Talentsoft, parce qu'il n'y a pas d'entreprise parfaite, il n'y a pas de poste parfait, mais on essaye de manager un peu les attentes des gens dans les deux sens, et il y a des choses qui vont peut-être pas plaire dès le départ, ou il y a des choses qui vont peut-être paraître compliquées, mais c'est important de le dire, et c'est notre rôle de le dire aussi, parce que plus on est honnête, et moins la surprise sera grande pour la personne quand elle nous rejoindra. Et il faut évidemment savoir avoir le bon discours pour vendre le poste et l'entreprise, mais il faut être honnête aussi. Mais c'est hyper important en plus, parce qu'on parle souvent de l'entreprise. Effectivement, on est souvent sous cet angle-là en disant, bon, il faut que l'entreprise trouve la bonne compétence, le bon savoir-être. Mais il faut pas oublier que le candidat, il faut aussi qu'il trouve la bonne entreprise et le bon poste. Parce que s'il n'y a pas adéquation des deux côtés, finalement, ce qui se passe, c'est qu'on a une personne qui arrive, qui est souvent déçue, qui reste pas dans son poste. Et nous, c'est un échec en termes de recrutement, parce qu'on recrute pas pour un poste à l'instant T, on recrute pour une personne qui va rester, qui va construire un parcours de carrière dans l'entreprise. Voilà, et donc c'est un peu l'objectif qu'on a tous. Et c'est pour ça que c'est bien de faire matcher les deux. C'est hyper important. Alors, nous avons, merci beaucoup, nous avons énormément de questions. Donc, après, si cette question déborde, c'est pas très grave puisque il n'y a pas d'atelier ensuite, mais je vous demanderai juste du coup on va pas pouvoir prendre d'autres questions que ce que j'ai reçu pour le moment, malheureusement. Alors, du coup, on a deux questions qui sont assez similaires d'Axel Saboureau qui demande est-ce qu'il y a des choses qui sont rédhibitoires pour vous lors d'un entretien d'embauche, et en fait une autre personne complète une anecdote de choses que vous avez vues et qu'il ne faut surtout pas faire. Donc je les mets en lien puisque ça revient un peu à la même chose, mais voilà, nous part de vos expériences à ne pas reproduire. Ouais, il y a des choses à pas faire. Bon, après, au-delà de tout ce qu'on a dit, la façon dont on arrive, d'être ponctuel, etc., dans le discours, évidemment, moi, je vois deux choses particulières. La première, c'est pas se survendre non plus, parce que ça se voit. Quand on en fait trop, quand on essaie de dire qu'on a tout fait parfaitement, qu'on ne s'est jamais planté, c'est pas vrai. On se plante tous, tout le temps, tous les jours, et on a le droit de le dire. Donc ça, moi, l'attitude qui consiste à se survendre, je suis pas fan. Et la deuxième, ce serait dans le discours qu'on va avoir vis-à-vis de ses anciens employeurs ou de ses employeurs actuels. On peut jouer de malchance et puis avoir des expériences qui ne se passent pas bien, avoir des managers qui sont tyranniques, avoir des entreprises où on ne se sent pas bien. Mais si c'est systématiquement la faute de l'autre dans les raisons de vos départs d'une entreprise, etc., nous, ça nous inquiète un petit peu. On se dit, comment est-ce que cette personne, elle va arriver chez nous? Comment est-ce qu'elle va s'intégrer? Comment ça va se passer? Donc, d'avoir un discours qui est systématiquement négatif envers ses anciens employeurs ou son entreprise actuelle, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Après, je vois aussi un autre élément qui est peut-être pas rédhibitoire, mais qui peut être gênant en tout cas, parce que faut savoir qu'un processus de recrutement, ça peut être long. C'est pas qu'un recruteur, hein, c'est aussi des managers.
Et quand on voit des candidats qui arrivent en deuxième ou en troisième entretien et qui ne savent toujours pas expliquer au manager finalement le métier de l'entreprise, présenter l'entreprise, et ça peut être gênant, ça peut être rédhibitoire par moment, effectivement, parce que les managers disent mais je comprends pas. Voilà, le candidat est en troisième entretien, on lui a tous expliqué avant comment l'entreprise, on lui a tous fait une présentation et il peut pas restituer justement. Donc voilà, donc ça peut être rédhibitoire aussi ce point-là. Et après des choses qu'on a vues, on a vu pas mal de choses, hein, ça c'est sûr. On a vu pas mal de choses. Après, on parlait tout à l'heure du code vestimentaire. Bon, des fois, on a eu des personnes qui venaient en entretien. Alors, moi, j'avoue que je suis pas trop regardant. C'est pas, je veux dire, c'est plus la personne en tant que telle qui m'a intéressé plus que le code vestimentaire. Mais des fois, on peut avoir des surprises. Donc, on a eu des choses, assez surprenantes par moment. En tout cas, qui n'étaient pas adaptées à un entretien. Et puis, après, j'ai pas d'autres choses en tête pour le moment. Je réfléchis. Séverine, je sais pas si tu penses à quelque chose de ton côté. Il y a justement une question sur la tenue adaptée pour un entretien. Qu'est-ce que cela peut être selon vous? Moi, alors ça va dépendre évidemment du type d'entreprise où vous allez postuler. Si vous allez dans une entreprise, on va dire dans une très grosse entreprise très corporate, dans le secteur de la banque, de la finance, etc., j'aurais plutôt tendance à dire pour les femmes plutôt un tailleur, robe, quelque chose de très soigné. Après, moi je sais, jean basket, ça me va très bien aussi. Tant que jean basket, ça me va bien aussi. Quelque chose d'un peu soigné, voilà, c'est tout. Je suis pas très regardante sur ça. Oui, moi non plus. Mais après, si vous souhaitez un peu passer partout, effectivement, je pense que une chemise, ou un tailleur, effectivement, pour quelque chose d'assez soigné. Je pense qu'à partir du moment où on fait le plus, on est sûr de ne pas avoir de problème et de bien coller au code vestimentaire. Mais sinon, effectivement, ça dépend des entreprises, parce qu'il y a des entreprises qui sont beaucoup plus ouvertes que d'autres. Je sais que nous, c'est le cas chez FIV. On est quand même assez ouvert par rapport à ça et c'est pas quelque chose sur lequel on est hyper regardant. En tout cas, c'est pas la priorité. Alors, merci beaucoup. On a aussi des questions sur les jeunes diplômés sans expérience, comment se démarquer des autres candidats et aussi comment obtenir finalement une alternance en dernière année d'école d'ingénieur si on n'a jamais eu de réelle expérience professionnelle auparavant. Donc, j'ai mis ensemble, mais il y a la question de l'alternance en fin d'année et la question du job à la suite de ses études. Après, je pense qu'on en a un peu parlé tout à l'heure. Séverine le présentait, mais ça va sur ce sujet-là, c'est-à-dire on parlait de lettre de motivation. Je pense qu'effectivement, quand on n'a pas beaucoup d'expérience ou pas beaucoup d'expérience dans le domaine, ce qui va énormément jouer, c'est la motivation. Et moi, j'ai eu des belles surprises. Hein. J'ai eu avec le retour d'expérience aujourd'hui, j'ai eu des belles surprises de personnes qui n'avaient pas forcément les compétences, mais qui étaient hyper sûres de leur projet professionnel. C'était clair, c'était bien pensé. On voyait qu'ils avaient maturé le sujet et voilà, c'est vraiment la motivation, la personnalité qui se dégage aussi. J'ai vu des personnes qui étaient hyper dynamiques, hyper proactives, qui se projetaient très bien dans l'entreprise et qui avaient l'air de bien coller en tout cas avec le poste. Donc finalement, on se démarque pas forcément sur les compétences, on se démarque à mon sens sur la motivation et le savoir-être. Qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire, quel projet on a. Et c'est cette image-là qui est renvoyée auprès du recruteur et en général, ça fait mouche si c'est bien présenté. Et puis, je rajouterais aussi tous les petits jobs étudiants qu'on peut faire. Toutes les expériences, elles sont bonnes à mettre en avant et à présenter. Moi, pareil, ça m'est arrivé de recevoir des très jeunes profils qui avaient peu d'expérience dans ce qu'on recherchait, mais qui avaient bossé toutes leurs études, même des petits boulots. Ça montre quand même déjà une envie d'y arriver, une envie de travailler. Donc, toute expérience est bonne à mettre en avant. Oui, et pareil dans le monde associatif, on a des personnes qui ont été dans le monde associatif qui se sont investies, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous souhaitez qu'on continue quand même un peu malgré le fait qu'on ait dépassé l'horaire. Moi, ça ne me dérange pas, mais pour vous, c'est vrai. Moi, je peux encore, c'est bon. J'ai
Ouais, j'ai un entretien dans 2 minutes, mais Bon, bah, on va sur le arrêter. forum, mais je peux prendre 2 minutes de plus, c'est pas grave. Ok, bah non, mais sinon, on va arrêter là. Je vais vous transmettre sinon les questions. Par contre, il y a une question auquel j'ai mis de côté. C'est est-ce que ils peuvent avoir le support par la suite, sachant que de notre côté, ça ne nous dérange pas de les envoyer, mais c'est pour vous. Est-ce que le support peut être récupéré ou pas? Moi, j'y vois pas d'inconvénient de mon côté. D'accord, donc je vous enverrai le support à tous les participants. Et puis je suis navrée pour ceux et celles qui avaient posé plein de questions, mais on est pris par le temps. Et donc, voilà. J'espère que tout le monde a passé un bel atelier. Merci beaucoup à toutes les participantes qui nous ont suivis pendant cet atelier. Merci à Séverine et merci à Gaëtan pour votre intervention qui était hyper intéressante. Et voilà, et belle fin de journée de forum à vous et passez de bons entretiens si vous en avez encore plein. Et soyez juste vous-même, comme l'a bien répété Séverine et Gaëtan, c'est le plus important pendant vos entretiens. Exactement. Merci Chloé. Merci Chloé. Bonne journée, au Merci revoir. Séverine. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir.